وكلهم في حرب مع نتنياهو ما دام هكذا يعتدي على المسجد الأقصى المبارك. הורים לא רצו להכניס את ילדיהם בגלל המצב המתוח הזה. ביקשנו מהם לעבוד אחרי שעה 4. הייתה להם בעיה עם זה. החלטנו על הקפאה זמנית של ההעסקה שלהם פה עד יעבור זעם. Your responsibility on the entire community for sins and horrific events that are caused by singles is not our way, and this is not the way we operate, and therefore I think everything should continue the way it is. Bonjour, bon réveil, merci d'avoir choisi i24 News pour commencer votre journée. On est ensemble pour 2 heures d'information et voici le sommaire de ce vendredi 21 novembre. Israël a procédé cette semaine à la destruction de maisons de terroristes palestiniens dans le cadre de mesures sécuritaires décidées pour mettre fin aux violences à Jérusalem. Un choix qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'appareil sécuritaire israélien. Nous en débattrons ici. L'espion israélo-américain John Pollard va entrer dans sa 30e année de détention aux États-Unis et Washington ne montre toujours pas le moindre signe d'assouplissement envers le prisonnier. Des milliers de personnes dans les rues de Téhéran, des images qui rappellent la révolution de 2009, mais cette fois, il s'agissait de rendre un hommage à un chanteur-compositeur pop iranien. Voilà donc pour le sommaire de ce morning, on commence tout de suite avec vous. Maurice, bonjour. Bonjour. Avec la revue de presse locale. Effectivement Julien, et on commence par Yediot Ahronot qui fait sa une sur un complot contre Avigdor Lieberman, le ministre des Affaires étrangères. C'est le grand titre de ce matin. Et le quotidien titre « Mission, un missile pour liquider Lieberman ». Au cours de l'opération Barrière protectrice cet été, une cellule du Hamas projetait en effet de liquider le ministre des Affaires étrangères. 4 habitants des villages proches de Bethléem ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de se procurer une requête de type RPG. Le réseau avait également collecté des renseignements sur les déplacements du chef de la diplomatie qui vit dans l'implantation de Nogdim, non loin de Bethléem. La mission était de liquider Avigdor Lieberman lors d'un de ses déplacements vers Jérusalem. Objectif, faire cesser l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza. Le chef du réseau était connu pour diriger une cellule terroriste, une cellule militaire du Hamas dans la région de Bethléem, affirme le quotidien Yediot Ahronot, et le chef du réseau avait même purgé une peine de prison pour activité terroriste. Une opération qui, si elle avait réussi, aurait changé la face du Proche-Orient, affirme Yediot Ahronot. Ali Wakel, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du monde arabe. Vous pensez réellement que l'assassinat du ministre des Affaires étrangères aurait stoppé la guerre cet été ? Non, à mon avis, elle aurait intensifié les opérations israéliennes. N'empêche, le Hamas et les autres organisations rêvent toujours de pouvoir cibler une personnalité israélienne. Et Avigdor Lieberman, connu pour ses opinions, est une cible très préférée. Le Hamas n'a jamais nié qu'il a un compte encore ouvert avec Israël après les assassinats, les liquidations de ses dirigeants, comme d'ailleurs le Hezbollah après la liquidation de Imad Mourni et autres. J'avoue que pour le moment, le Hamas ce matin était un peu confus de cette information. D'un côté, il ne veut pas voir la situation embrasée à la bande de Gaza, mais de l'autre côté, ça lui donne un peu plus de popularité au sein des Palestiniens de faire partie de ce complot. Ouais. De projet. Daniel, vous êtes d'accord avec cette analyse? Daniel Ek, oui, bonjour tout d'abord. Oui, merci d'être avec nous. Consultant i24 News. Oui, effectivement, je pense qu'il est effectivement, normalement, le Hamas, il est certain que cela n'aurait pas calmé les esprits pendant le conflit. Et il est clair que le Hamas et le Hezbollah tentent par tous les moyens de commettre un attentat contre des personnalités politiques israéliennes. Ce n'est pas nouveau, c'est la raison pour laquelle, si on le voit, en tout cas... Ça a déjà été le cas dans le passé, le ministre du Tourisme dans les années 2000. Alors ça a été dans un cas tout à fait particulier, c'était en octobre 2001. En octobre 2001, Rehavam Zevi, qui avait été assassiné dans un hôtel de Jérusalem. Effectivement, depuis, il y a eu à plusieurs reprises des tentatives d'attentats contre des ministres, contre des autorités israéliennes.
Et c'est la raison pour laquelle le Shin Bet multiplie, renforce en tout cas leur sécurité rapprochée, leur garde rapprochée. Bien entendu, on voit aussi comment le Premier ministre est protégé aujourd'hui, actuellement, depuis plus d'une dizaine d'années. Maurice, on continue cette revue de presse avec le Haaretz. Avec Haaretz qui fait, disons, une petite pause politique, puisque le quotidien consacre sa une à la politique intérieure et notamment à la loi sur la nationalité, avec, semble-t-il, un rapprochement entre Livni et Netanyahou. Alors, Tzipi Livni a-t-elle été convaincue par le projet de loi sur l'identité nationale préparé par Benjamin Netanyahou, la ministre de la Justice, qui avait présenté, il faut le dire elle-même, son propre projet, a, semble-t-il, été convaincue par les conseillers de son ministère qui affirment que le texte présenté par Benjamin Netanyahou respecte le principe de l'égalité pour tous les citoyens, même, précise le quotidien, si ce principe n'est pas spécifiquement affirmé dans le texte préparé par le Premier ministre. Alors rappelons que le projet sur l'identité nationale concerne le statut des minorités en Israël, un projet extrêmement polémique. Et puis regardez en la une du quotidien une caricature, c'est un petit clin d'œil politique, le magicien, c'est ainsi que dans les milieux politiques on surnomme Benjamin Netanyahou, l'homme capable de sortir à tout moment une surprise du chapeau. Alors il court après les ultra-orthodoxes pour les faire rentrer dans sa coalition gouvernementale. Apparemment, ils n'en ont pas beaucoup envie. Pas encore, on continue avec le quotidien. Encore gratuit pour le moment, Israël Hayom, c'est pour être changé dans non, encore publié, parce qu'il est question d'arrêter sa publication. Alors le quotidien, on revient à la sécurité, Jérusalem, renforcement de la sécurité. Le quotidien gratuit reste donc sur l'onde de choc provoquée par l'attentat contre une synagogue à Jérusalem. Israël Hayom titre sur les mesures de sécurité préparées par le maire de la ville, Nir Barkat. Renfort de police, multiplication des patrouilles, vigile dans les jardins d'enfants et des centaines de caméras vidéo en circuit fermé. Est-ce que ça suffira? On se pose la question. En tout cas, les maisons des familles des terroristes seront détruites, promet Nir Barkat, dont l'opposition des voix continue cependant à se faire entendre pour le déploiement de l'armée dans les quartiers arabes de l'Est de la capitale. Et les mesures sécuritaires et les maisons, nous en reviendrons avec vous deux, Ali et Daniel, sur ces mesures plus en détail. Petit encadré également dans Israël Hayom sur le même thème. Le quotidien insiste sur les nombreuses critiques provoquées par le projet de son homologue d'Ashkelon d'interdire aux Arabes israéliens de travailler dans les chantiers de la ville, une directive annulée apparemment par le ministre de l'Intérieur. On y reviendra également. Et on finit par le Jérusalem Post. Jérusalem, sécurité maximale. Le Hamas appelle à un vendredi de la colère. Le Hamas demande donc aux Palestiniens de Cisjordanie d'organiser des marches de la colère en direction des postes de contrôle aux abords de la ville. Des marches pour défendre la mosquée El-Aqsa et en solidarité avec la troisième intifada. C'est du moins ce qu'affirme le communiqué du Hamas cité par le Jerusalem Post. Le quotidien en langue anglaise précise qu'à Jérusalem-Est, les émeutes se sont poursuivies hier soir et que la police a saisi la semaine dernière une importante cargaison de feux d'artifice, d'armes de poing. On dit plus de 15 000 feux d'artifice et 5 000 armes de poing utilisées par les émeutiers. Une cargaison arrivée au port d'Ashdod et interceptée et qui devait être destinée au quartier de Beth Hanina. Le Fatah, lui, a fait connaître ses inquiétudes, affirme le Jerusalem Post. Ces émeutes dirigées contre Israël risquent également de se retourner contre l'autorité palestinienne, affirme le journal. Vendredi de colère, on verra si ce sera le cas dans les prochaines heures. On va ouvrir le débat sur toutes ces mesures sécuritaires, notamment sur les maisons des Palestiniens terroristes qui ont été détruites. Donc pour la première fois, je vous le disais, pour la première fois depuis 2009, Israël a procédé à la destruction de maisons de terroristes palestiniens. Et c'est une mesure qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'appareil sécuritaire israélien. Un reportage à Silwan, dans le quartier de Silwan à Jérusalem. C'est un reportage de Maël Ben-Oliel. Regardez. Le 22 octobre dernier, un Palestinien de Jérusalem-Est fauchait avec sa voiture des civils israéliens, tuant un bébé et une jeune femme à une station de tramway de Jérusalem. À l'origine de cet attentat, la voiture bélier, Abdelrahman Chaloudi, un proche du Hamas de 22 ans, abattu par la police au moment des faits, a vu son appartement de Silwan détruit la nuit dernière par l'armée israélienne. Une sanction qui fait partie de la lutte contre le terrorisme et ses infrastructures selon Tsahal, une incitation à la violence selon l'oncle du terroriste. Pour être honnête, je pense que Netanyahou a pris une décision hâtive. Cela va entraîner encore plus de violence et ça ne va pas aider à calmer la situation. Netanyahou veut envenimer la situation. Je trouve sa décision injuste et raciste. Le but d'une telle chose, c'est de faire peur au peuple palestinien. Détruire la maison du terroriste après un attentat est une mesure punitive prise par Israël depuis des décennies.
Une mesure bien évidemment connue des familles des terroristes. Mais bien que largement décriée par les Palestiniens et la communauté internationale, cette mesure est parfaitement légale du point de vue de la loi israélienne et du droit international. Elle fait suite à une procédure juridique de la part des instances concernées. Yom Tov Kalfon est avocat. Il fait partie de l'Institut de Jérusalem pour la justice, un organisme israélien qui défend les droits civils en Israël. Selon lui, le cadre juridique date du mandat britannique, il y a plus de 50 ans. L'ordonnance 119 en question, ça s'appelle la Takana 119 en hébreu, est en vigueur en fait depuis le mandat britannique et en fait l'État d'Israël a hérité de cette législation britannique et ne l'a pas annulée, tout simplement. Le processus juridique est ouvert, on donne un ordre de destruction, les personnes qui veulent s'opposer à cet ordre peuvent le faire et elles le font, et après que la décision de justice est donnée, alors la destruction a lieu. On est dans un état de droit. Des mesures punitives dénoncées par l'autorité palestinienne. Mais de son côté, Israël ne manque pas de dénoncer lui aussi cette dernière qui dédommage après chaque attentat ou tentative d'attentat les familles des terroristes morts ou emprisonnés. Il y a dans l'autorité palestinienne un ministère qui s'appelle le ministère des prisonniers, le ministère des Affaires des prisonniers, qui, son budget, et pour financer, pour donner des payes en fait aux terroristes qui sont emprisonnés, mais plus en fait le délit est grave, plus le prisonnier en question reçoit d'argent. L'autorité palestinienne même lance un message aux terroristes: si vous faites du terrorisme, faites-le bien, vous serez mieux payés. Par rapport à ce qu'on appelle les martyrs, les shahids, leurs familles évidemment reçoivent aussi des subventions. Une méthode de rétribution financière qui engendrerait encore plus de terrorisme pour les uns. Pour les autres, des démolitions de maisons en cas d'attentat qui attiseraient la haine. Un cercle vicieux, infernal. Rien ne semble pouvoir arrêter pour le moment la flambée de violence en Israël. Voilà pour ce reportage de Maël Ben Oliel. Daniel, on a appris hier que l'Union européenne estimait que la destruction de maisons de terroristes palestiniens n'allait engendrer que davantage de violence. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça fait partie de la polémique concernant cette mesure. Le principe de départ, lorsque les Israéliens ont commencé à détruire les maisons, c'était essentiellement pour des raisons dissuasives. Essayer de dissuader. Et dissuasive, mais... Dissuader les prochains terroristes. Non. Oui, dissuader les terroristes, même les terroristes, de réfléchir avant à deux fois, en sachant que leur acte aurait des répercussions sur l'ensemble de leur famille. Ça, c'est une forme de dissuasion. Maintenant, il faut préciser qu'il y a quand même... la dissuasion, elle est valable que si elle est immédiate, que si l'acte est immédiat. C'est-à-dire que si la destruction de ces maisons est faite le soir même, par exemple, après un attentat, lorsque l'on est certain que le terroriste, on connaît l'identité du terroriste, eh bien, alors on détruit sa maison immédiatement. Là, il y a une forme de... il faut que le soir même... Voilà, il y a une forme de dissuasion. Si cela intervient, comme dans le cas précis, pour le terroriste de la voiture bélier d'il y a plus d'un mois, et que la destruction de la maison intervient un mois après, l'effet de dissuasion n'est plus le même, pas du tout. Et donc, quelque part, de ce point de vue-là, il faut savoir que l'effet doit être immédiat, la riposte doit être immédiate. Il faut savoir que même en Israël, il y a des polémiques, même au sein des forces de sécurité israéliennes. Il faut préciser un point aussi important, c'est ce qu'a dit l'avocat tout à l'heure. C'est vrai que ça vient d'un décret de l'époque britannique, mais qu'il est valable que dans des territoires sous contrôle militaire. C'est-à-dire qu'en Judée et Samarie, oui, et à Jérusalem, qui, on le sait, est annexé par l'État d'Israël, il y a une problématique. C'est la raison pour laquelle, par exemple, le conseiller juridique du gouvernement, Yehuda Weinstein, a émis quelques réserves. Il a donné son accord, il a donné son feu vert, mais il a émis quelques réserves concernant cette mesure. Il a proposé, par exemple, tout simplement, d'expulser la famille du terroriste vers Gaza. Alors, ça pourrait avoir aux réserves. Ali, les familles des terroristes palestiniens qui voient leur maison détruite, et est-ce que ces familles, tout d'abord, ces familles ne sont pas toujours liées aux terroristes, est-ce qu'elles ont des moyens de recours légaux auprès d'un tribunal? Ils ont tous les moyens, toute la hiérarchie juridique qu'on connaît en Israël, aller au tribunal, et si jamais... Mais ils ont le temps de le faire?
Si ça a lieu dans les heures qui suivent l'attentat, comme le dit Daniel, est-ce qu'une famille a le temps d'aller au tribunal? Normalement, selon la loi israélienne, vous pouvez au bout de quelques minutes s'adresser au tribunal et demander une ordre qui arrête ou qui reporte, qui suspend la décision. Ils peuvent suivre tout le schéma juridique jusqu'à la Cour suprême. Mais par manque de confiance dans le système juridique israélien, il y a très peu de familles qui font cela. Maintenant, c'est plutôt les ONG qui font le travail en général. C'est tous les ONG. Et c'est par le biais des ONG qui s'adressent au cours israélien. Maintenant, sur l'élément dissuasif dont Daniel Haïk a mentionné, une maison qui est détruite, au bout de quelques jours, les organisations palestiniennes, l'autorité palestinienne garantissent un logement alternatif aux familles et une maison fixe définitive est construite au bout de quelques mois. L'effet dissuasif n'existe pas. Dans le coup, durant l'intifada, la deuxième intifada, on connaît des fugitifs palestiniens, des militants palestiniens dont leur maison a été détruite à 3-4 reprises. Ce qui dit que la maison a été détruite, au bout de quelques semaines, voire quelques jours, quelques mois, il y avait un logement alternatif. Donc parler d'éléments dissuasifs, c'est très anachronique. Maurice? Moi, la question que je pose, c'est sur l'aspect collectif. Voilà, c'est exactement la question que je vais vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas un côté punition collective? Il y a un côté de punition collective qui est pointé d'ailleurs par les Européens et par les Occidentaux. C'est vrai qu'il y a une problématique. Est-ce qu'on doit punir finalement des enfants et des femmes qui peut-être n'étaient pas au courant des projets? Par des juges israéliens aussi. Par des juges israéliens. C'est compliqué, c'est pas simple. Et maintenant, effectivement, sur le problème de la dissuasion, je ne suis pas convaincu qu'il n'y a plus d'attentats parce qu'on a détruit des maisons. Et par des juges israéliens, mais il y a aussi même par des responsables militaires israéliens, parce qu'il y a une commission qui a été nommée en 2005. Le Shin Bet est très pour et l'armée est moins pour. Alors voilà, il y a des responsables de l'armée israélienne qui ont dit que finalement, ça n'avait pas d'effet suffisamment dissuasif au bout du compte. Effectivement, comme l'a dit Alice, si l'autorité palestinienne prend le relais derrière. Tout cela, c'est le reflet d'un débat. Et c'est aussi le reflet d'une incapacité des forces, des responsables israéliens à trouver une solution pour essayer d'empêcher, de dissuader les terroristes d'agir et de commettre Et si, par exemple, il a fallu un mois pour décider de détruire la maison du terroriste de la voiture bélier, c'est parce qu'il y avait des démarches bureaucratiques qui ont empêché cette décision et que finalement Benyamin Netanyahou, forcé par l'attentat de mardi, a imposé donc au conseiller juridique du gouvernement d'accepter. Voilà. Et ce n'est pas seulement le fait que le logement alternatif est garanti au bout de quelques mois, mais c'est les traces que ça laisse auprès des familles, auprès de l'environnement du Palestinien en question, et ça se traduit souvent en plus d'hostilité vers Israël. Alors, la question, quelles mesures prendre contre des terroristes ou pour les empêcher, pour les dissuader d'agir? C'est ça la véritable question. Il y a une question que je suis obligé de vous poser à vous trois, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux à l'étranger, on pose énormément cette question. Au mois de juillet, début juillet plutôt, un adolescent palestinien a été brûlé vif et égorgé par des extrémistes juifs. Ça a causé un nombre de chocs terribles au sein de la société israélienne, et la maison... C'est la grande question auprès des Palestiniens. Et la maison des assassins n'a pas été détruite. Justement, Julien, si la décision est prise à effet dissuasif, alors l'effet dissuasif est du côté palestinien, il n'est pas du côté israélien. On n'a pas le sentiment que quelque part, une décision dans le cas précis... Malgré des centaines de crimes de Tag Price ou de ce qu'on appelle... Ali, on va pas comparer. On a trop tendance à comparer assez facilement les centaines de crimes, comme vous dites, de Tag Price, du prêt à payer. Il n'y a pas prix à payer, n'a pas tué les militants de prix à payer, n'ont pas tué. Aucune mesure dissuasive n'a pas été prise envers de ces cercles que les Shin Bet les connaissent très bien d'ailleurs. Alors mais on ne peut pas comparer. On parle d'assassinats. Ce sont des tags et des voitures détruites plutôt. Oui, ce sont des tags sur des graffitis sur des mosquées ou des incendies de mosquées partielles. On ne peut pas comparer. Il faut faire attention là aussi. Bien sûr, notre rôle n'est pas d'attiser aussi l'attention. On ne peut pas comparer ce qui se passe du côté palestinien avec des attentats à la hache dans une synagogue et le Tag
Mechir lorsqu'il s'agit de graffiti. Non pas seulement on se pose la question pourquoi la maison de ces 3 assassins n'a pas été démolie, mais pourquoi on n'a jamais arrêté tous qui sont responsables ou soupçonnés responsables de ces crimes de haine qui ont été commis au cours de ces 3 dernières années. Donc la double mesure, elle est toujours sur l'ordre du jour des Palestiniens. C'est une question qu'il faut poser au Shin Bet, au service de sécurité. Pourquoi on n'a pas arrêté? Peut-être que si on n'a pas arrêté, peut-être que la responsabilité de ces gens de Tag Mechir, et moi de prix à payer, elle est peut-être moins importante qu'on a tendance à le dire. Peut-être que tous leurs actes ne sont pas les actes de Tag Mechir. Mais c'est pas à moi de décider. S'ils n'ont pas été arrêtés, alors peut-être qu'il y a un problème au niveau des instances juridiques, au niveau des instances policières, mais cela ne peut pas expliquer le fait. Je vais être obligé de vous couper parce que je voudrais qu'on continue le débat sur les mesures de sécurité qui ont été prises. On le sait maintenant, Benjamin Netanyahou, le maire de Jérusalem, essaye de rétablir le calme, notamment en allégeant les mesures pour pouvoir porter des armes, en installant des rondes de nuit. Est-ce que le pays est en train de sombrer dans une psychosécuritaire malheureusement assez justifiée lorsqu'on voit les vagues d'attentats à Jérusalem? Regardez ce reportage de Mathias Inbar. L'appel semble avoir été entendu. Plus de 300 Israéliens se sont portés volontaires ces dernières 48 heures pour rejoindre les unités civiles de la police israélienne. Face à la multiplication d'attentats à Jérusalem, ces citoyens sont venus en masse renouveler leur permis de port d'armes. Je pense que les gens armés, au-delà du fait qu'ils doivent s'en servir pour protéger les autres en cas d'attaque, doivent se sentir presque obligés d'aider la police, surtout en ce moment. D'autres, plus réticents comme cet arabe israélien, ne souhaitent pas que la société se transforme en véritable Far West. Les armes à feu, c'est mal. Je ne les aime pas. Si on pouvait m'en donner une, je ne la prendrais pas. Comme on dit, cela ne fait que rajouter de l'huile sur le feu. Est-ce pour autant le cas en Israël? Car contrairement aux États-Unis, où le second amendement est un droit donné aux citoyens, les règles en vigueur en Israël sont plus sévères. Et même si les autorités israéliennes disent vouloir les alléger, il faut plusieurs mois avant de se voir délivrer une arme à feu, un port d'armes donné en priorité aux habitants des implantations. Cela est d'ailleurs le cas pour Georges Gabé. Pour lui, il s'agit plus d'une nécessité qu'un droit. C'est devenu une nécessité parce qu'on a eu peur. J'ai pris un autobus, on a pris des pierres il y a quelques mois de ça. Les gens qui, comme moi, décident de prendre une arme, c'est pour se protéger. Ils ont décidé d'avoir une arme pour se protéger eux, protéger leur environnement et les gens proches. C'est ça la raison. Pour autant, et face aux critiques, la police israélienne tient à rassurer et affirme que ses volontaires sont non seulement entraînés, et surtout bien encadré. Il n'y a pas ici de Far West. Tout est sous contrôle par nos différentes unités. Et utiliser ces volontaires comme moyen d'améliorer notre sécurité, c'est quelque chose qui a été fait dans le passé et continuera d'être fait en fonction de la nécessité du terrain. Et même si la décision d'incorporer plus de volontaires peut faire polémique, la police israélienne l'affirme, elle préfère prévenir que subir. Alors, prévenir plutôt que subir, Maurice, vous êtes d'accord avec le porte-parole de la police? Israël n'est pas en train de sombrer dans le Far West? N'est pas le Far West. Il faut dire qu'effectivement, comme il l'a souligné, il y a des mesures très très strictes pour obtenir une autorisation de port d'armes. Il faut aussi dire que tous les Israéliens ne sont pas armés. Je veux dire, il y a en Israël 290 000 autorisations de port d'armes qui ont été délivrées. Sur les 8 millions d'habitants. Sur 8 millions d'habitants, c'est largement en dessous de la moyenne, par exemple aux États-Unis, au Yémen et dans d'autres pays, même en dessous de la France. Je veux dire, on n'est pas ici dans un pays guerrier ultra armé. Alors bien sûr, je mets de côté les forces de sécurité et la police, mais du point de vue particulier, on est encore en dessous de la moyenne dans de nombreux pays. Il faut remarquer que malgré la tension, rappelons-nous de la période de l'intifada, malgré cette tension d'attentats terroristes quasiment quotidiens, eh bien il n'y a pas eu de dérapage, il n'y a pas eu les phénomènes auxquels on assiste aux États-Unis, de tir, de fusillade sur des campus. Ali, est-ce que vous pensez que ces mesures sécuritaires sont utiles face à parfois des attentats qui sont l'œuvre de loups solitaires? Quelqu'un qui est au volant de sa voiture, qui veut foncer sur des passants, même s'il y a 6 personnes armées autour de lui, il aura quand même eu le temps d'écraser des passants. Mais ce n'est pas moi qu'est-ce que je pensais. Qu'est-ce que l'histoire dit depuis 1967? Toutes les sanctions possibles ont été prises. Est-ce qu'ils ont arrêté la première, là, ce n'est pas la des deuxième, sanctions, c'est des mesures sécuritaires préventives.
Non, mais je dis, sur le plan des sanctions, rien n'a été dissuasif. Sur le plan de ces mesures, ça tourne, et les recherches qui ont été faites, et les études sur le fait que ça a tourné la société israélienne à devenir beaucoup plus violente, et ce n'est pas resté dans le cadre politique violent entre Arabes, Juifs, entre Palestiniens et Israéliens, c'est au sein de la société, entre des individus israéliens, au sein des cellules familiales. Tout le report qui ont été, et les recherches qui ont été faites après la deuxième intifada ont confirmé le fait que la société israélienne est devenue beaucoup plus violente. Tolérante à la violence. C'est quand même un peu étonnant qu'à la fin de cette semaine, on dise que la société israélienne est plus violente. C'est-à-dire, on a le sentiment que quelque part, ce sont les Israéliens qui sont violents, alors que finalement, il y a... Non, mais je sais, Ali. Mais je sais, Ali. Mais justement, malgré les bonnes raisons, entre guillemets, qu'elle pourrait avoir d'être violente, cette société israélienne contient cette violence. C'est-à-dire, ce n'est pas une société qui, justement, joue au Far West, sort dans la rue avec des pistolets et tire l'un sur l'autre. C'est-à-dire, justement, malgré cette situation de tension. Je voudrais vraiment vous poser une question parce que le temps passe. Il y a un autre sujet d'actualité, on l'a entendu dans votre revue de presse. Le maire d'Ashkelon, hier, a demandé à ce qu'on n'emploie plus d'ouvriers arabes dans les écoles parce que les familles arabes israéliens, parce que les familles étaient inquiètes par raison de sécurité qu'il y ait des possibilités d'attentats dans les écoles. Le ministre de l'Intérieur a immédiatement ordonné l'annulation de la mesure et c'était condamné par toute la classe politique israélienne. Est-ce que cette mesure relève de la psychose ou est-ce que c'était du racisme? Qui veut se lance? Je crois, franchement, il faut être tout à fait honnête. Parce que ça a été critiqué comme raciste par toute la classe politique israélienne. Je pense que quelque part, c'est le rôle des autorités officielles, effectivement, de condamner ce genre de mesures, parce qu'effectivement, elle ne fait pas de distinction entre les Arabes israéliens. C'est comme si l'on accusait l'ensemble de la population arabe israélienne d'être terroristes. Or, ce n'est pas le cas, loin de là, effectivement, comme l'ont dit certains responsables. On va dire 90, 95, 99% des Arabes israéliens sont des Arabes qui sont loyaux envers l'État d'Israël. Mais le problème dépasse le problème du racisme. Ce n'est pas un problème de racisme, c'est un problème de psychose, c'est un problème de peur. Lorsque les gens... Le racisme naît de la peur. Hein. Le racisme naît de la peur, mais cette peur, elle est suscitée par des événements. En temps normal, lorsqu'il ne se passe rien, eh bien, les Juifs et Arabes vivent en coexistence pacifique le mieux possible. Mais lorsqu'il y a des attentats qui se multiplient, comment empêcher des parents d'enfants qui envoient leurs enfants dans un jardin d'enfants, dans une école maternelle dans laquelle il y a des ouvriers arabes, quels qu'ils soient, même si ce sont les plus... les gens qu'on se sépare. Arabes israéliens n'ont jamais fait partie de ce round de confrontation. Et quand on parle de ces derniers incidents, ce sont des Palestiniens de Jérusalem. Maintenant que la loi israélienne les considère comme citoyens israéliens, ils ne se considèrent pas comme citoyens israéliens. Donc arabes israéliens, comme moi je parle arabe israélien, je parle de Jaffa, je parle de Nazareth, je parle de Tel Aviv, sont très peu mêlés dans ces affaires. On ne fait pas la différence. Merci. C'est ça le problème. Merci monsieur. Voilà, c'est la fin de la première partie du Morning. Tout de suite, un flash d'information de 10 minutes présenté par Daniel Goldmink. On se retrouvera ensuite pour parler de la 30e année de détention de Jonathan Pollard et des négociations sur le nucléaire iranien. Restez avec nous. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du Morning d'I24 News. On va prendre tout de suite la direction de Vienne où, vous le savez, le groupe des 5+1 est engagé dans la dernière phase des négociations sur le nucléaire iranien avant la date butoir prévue pour lundi. Regardez d'abord les explications de Joseph Emmanuel. Dernière ligne droite à Vienne dans les négociations sur le nucléaire iranien. John Kerry a confirmé qu'il n'y aurait pas de report pour atteindre un accord présenté comme historique. Face à une république islamique qui fait monter les enchères, le chef de la diplomatie américaine a assuré que les grandes puissances étaient unies dans la négociation et la France se veut claire dans des pourparlers incertains. Oui à l'énergie nucléaire civile, absolument oui. L'Iran a parfaitement le droit de disposer d'une énergie nucléaire civile. En revanche, pour parler clair, la bombe atomique, non. L'heure est donc aux déclarations sans détour et l'Agence internationale de l'énergie atomique emprunte la même ligne droite pour s'adresser à Téhéran.
Je demande à l'Iran d'accroître sa coopération avec notre agence et de nous fournir un accès à toutes les informations pertinentes, documents, sites, matériels et personnels travaillant sur les sites. Une demande rapidement mise à mal par les propos du chef du programme nucléaire iranien. Ce diplômé de la prestigieuse université américaine MIT a fait savoir que son pays ne céderait pas sur de nombreux points jugés essentiels par les 5+1. Un accord insufflerait pourtant du dynamisme dans une économie iranienne à l'agonie grâce à une levée de l'embargo occidental sur le pétrole iranien. A l'inverse, un échec mettrait probablement fin à la dernière occasion de régler ce dossier, confirmant les multiples mises en garde de pays comme Israël ou l'Arabie saoudite. Occupée sur le front de l'Est ukrainien, la Russie reste discrète et a fait savoir qu'un succès à Vienne dépendait de Washington. Depuis plus de 10 ans, les puissances occidentales soupçonnent la République des ayatollahs de chercher à se doter de l'arme atomique sous couvert d'un programme nucléaire civil, ce que Téhéran a toujours démenti. Ce jeudi, l'Iran faisait pourtant savoir qu'elle souhaitait multiplier par 20 ses capacités d'enrichissement d'uranium et qu'elle refuserait de modifier son réacteur nucléaire à eau lourde, situé dans la ville d'Arak. Voilà donc pour les explications de Joseph Emmanuel. Je suis toujours en compagnie de Daniel Haïk. Merci d'être resté avec nous après ce flash d'infos. Nous a rejoint Dr Claude Salama. Bonjour. Vous représentez le comité de soutien de Libération à Jonathan Pollard. C'est notre prochain sujet de débat. Mais avant cela, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Christian Mallard. Bonjour. Bonjour. Consultant d'I24 News sur les affaires internationales. Concrètement, sur les négociations qui ont lieu actuellement à Vienne sur le nucléaire iranien, est-ce que vous croyez en les chances d'un accord avant la date butoir de lundi? Moi, ça me paraît quand même très difficile quand je vois la façon dont les Iraniens jouent. Ils mettent la barre très très haut. En fait, ils veulent avoir tout, c'est-à-dire la levée des sanctions qui leur permettrait de souffler et de permettre de relancer l'économie iranienne. Et puis dans le même temps, ils n'ont pas envie de faire les moindres concessions. Donc si vous voulez, on est à un tournant. On est à un tournant, l'enjeu est considérable. Et c'est vrai que, vous le disiez tout à l'heure dans le reportage, c'est exactement ce qui est en train de se passer. L'AIEA considère, enfin, l'Agence internationale de l'énergie atomique considère qu'elle ne peut pas faire son travail, que l'Iran refuse de coopérer, puisque les inspecteurs se sont vus refuser très souvent la visite de Arak où on fabrique du plutonium, et puis d'autres, comme celle de Fordo, qui est à 300 mètres sous terre où travaillent des ingénieurs nucléaires nord-coréens. Ils refusent de réduire le nombre de centrifugeuses qui sont au nombre de 19 000 aujourd'hui et que les Américains et leurs alliés occidentaux voudraient avoir autour de 1000 ou 2000. Bref, on sent bien que de toute façon, il y a des problèmes sérieux à l'horizon. Alors, Christian Mallard, est-ce que dans ce cas-là, il y a une possibilité que la date butoir soit à nouveau repoussée? Ah oui, alors, il y a une possibilité parce que vous savez, dans ce type d'affaires, vous le savez pertinemment, Julien, il s'agit surtout de ne pas perdre la face, ni d'un côté ni de l'autre. Et donc, si on prolonge les négociations, ce qui n'est pas exclu, moi je pense que de toute façon, chaque fois qu'on donne un peu plus de temps à l'Iran, il en profite pour continuer, pour poursuivre son programme nucléaire. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, les Iraniens obtiendront ce qu'ils veulent. Et puis en même temps, ils veulent profiter de ce qu'ils considèrent comme étant la faiblesse de l'Occident aujourd'hui, qui est englué dans sa guerre contre l'État islamique, où en même temps on fait le jeu de l'Iran et de la Syrie. Et les Iraniens espèrent en tirer vraiment le maximum. Maintenant, si on avait une rupture, ce dont je doute, enfin on ne sait jamais, si on avait une rupture, à ce moment-là, ça serait assez catastrophique, parce que je pense qu'on aurait à nouveau une course effrénée à la prolifération nucléaire avec l'Arabie saoudite, l'Égypte et tous les pays de la région du Golfe qui voudraient à ce moment-là se doter d'armes nucléaires, ne faisant aucune confiance à l'Iran. Il y aurait bien entendu une menace de nouvelle guerre dans la région, sans oublier la réaction de M. Netanyahou qui, dans son jugement, pour l'instant, a plutôt été lucide, parce qu'il sait très bien que l'Iran représente une sérieuse menace. Alors Christian, je crois que Daniel Haïk veut réagir alors ce que vous avez dit que l'Iran sort gagnante finalement de ces 10 ans de bras de fer. Le sentiment général, c'est que si l'Iran fait monter les enchères, c'est parce qu'elle sent que les États-Unis aussi souhaitent un accord quasiment à tout prix, justement parce qu'il semblerait que Washington veuille pouvoir négocier ensuite une coopération avec l'Iran contre Daesh, contre l'État islamique. Et donc, quelque part, il semble que les Iraniens perçoivent la faiblesse de l'administration Obama. Christian, est-ce que vous êtes d'accord? Daesh, contre-accord nucléaire, c'est lié? Oui, c'est sûr qu'Obama cherche par tous les moyens. Obama a une telle politique étrangère tellement médiocre et n'a rien réussi durant son mandat. C'est évident que s'il pouvait obtenir un accord, je suis tout à fait d'accord avec Daniel, s'il pouvait obtenir un accord avec l'Iran et dire on va lutter contre Daesh ensemble et tout, et je peux peut-être me reposer un peu sur l'Iran comme une nouvelle puissance
stabilisatrice, parce qu'il a utilisé le terme plusieurs fois dans cette région, c'est en effet, c'est ce qu'essayent de jouer les Iraniens. Maintenant, encore une fois, vous connaissez ma position sur le régime des Iraniens, sur le régime des ayatollahs. Est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? S'ils ont vraiment l'intérêt, s'ils sentent qu'il faut les sanctions levées par les Américains vont pouvoir leur donner une nouvelle bouffée d'oxygène pour se maintenir au pouvoir. Parce qu'il arrivera forcément un moment où on aura peut-être des événements comme en 2009, un ras-le-bol de la population sous cette chape de plomb religieuse. Enfin, on n'en est pas là. Je pense que de toute façon, Obama essaye par tous les moyens de négocier un accord à minima. Maintenant, je ne suis pas sûr que son Congrès laissera faire, parce qu'avec la nouvelle majorité républicaine qui va arriver au Congrès en début 2015, les choses seront différentes. Maintenant, il faut quand même savoir qu'en dernier lieu, l'arbitrage sera effectué par l'ayatollah Khamenei avec les gardiens de la révolution et tous les ultra-radicaux qui sont à Téhéran autour du régime et qui diront si oui ou non ils pensent que c'est un accord possible pour leur pays. Maintenant, ça encore, c'est une autre histoire. Merci beaucoup, Christian Mallard, pour ces explications. On va refermer cette page consacrée au nucléaire iranien, évidemment, qu'on suivra dans nos prochaines éditions. Docteur Claude Salama, donc rebonjour. Bonjour. Vous représentez le comité de soutien à Jonathan Pollard, qui, on l'a dit... J'ai fondé ce comité. Vous avez fondé ce comité, c'est pour ça que je dis que vous le représentez ici. 29 ans en prison. Ça y est, les 29 ans sont passés, il est entré dans sa 30e année. On rappelle peut-être qui est Jonathan Pollard, un analyste de la marine américaine qui a été reconnu coupable d'espionnage au profit d'Israël. L'espionnage entre pays amis ne se fait pas. Il a été condamné à une peine de prison à perpétuité et depuis 20 ans. Cette période, au cours des 20 dernières années, au cours de laquelle il aurait pu être libéré, toutes les demandes ont été refusées et à nouveau cette semaine, sa liberté provisoire a été refusée à nouveau. Pourquoi cet acharnement américain, même l'enterrement de son père, il n'a pas pu y aller? C'est vrai, et c'est même absolument invraisemblable. Alors écoutez, l'acharnement, en fait, il n'est pas d'aujourd'hui, il ne date pas d'aujourd'hui. Le cas Pollard est marqué depuis le départ par une injustice juridique et un acharnement américain. Cet acharnement, il a commencé au départ et il continue aujourd'hui. Ça n'a jamais changé, quels que soient les présidents américains. Mais il y a de moins en moins de justifications à chaque président américain parce que le dossier est de plus en plus clair. Et actuellement, Obama n'a plus aucune justification et il continue l'acharnement, le mot est juste. Ben pourquoi? Il faudrait interroger les méandres psychanalytiques des décisions. Alors moi, j'ai peut-être une raison que je vois. Daniel, vous allez répondre. Est-ce que c'est une vengeance américaine pour l'espionnage ou est-ce que c'est un outil de pression pour forcer Israël à faire des concessions sur d'autres sujets? Non, ce n'est pas un outil de pression aujourd'hui. C'était un modèle, c'était un exemple, Jonathan Pollard, par rapport pour essayer de clairement définir la relation que doivent avoir les Juifs américains envers l'État d'Israël. Parce que Jonathan Pollard est avant tout un Juif américain, avant qu'il ne devienne israélien. Pour des personnes qui ont une double allégeance. Voilà, pour essayer d'éviter qu'il y ait un risque de double allégeance quelque part. Et cette punition, en fait, elle a été infligée. Le premier homme, celui qui est le principal responsable, et dans cette affaire est très complexe, malheureusement, il y a aussi des responsabilités de la part du gouvernement israélien qui n'a pas protégé son espion à l'époque en lui permettant de rentrer à l'ambassade d'Israël aux États-Unis. Le premier homme qui est responsable, c'est Caspar Weinberger, qui au moment où il était question de conclure un accord Caspar Weinberger était secrétaire d'État américain à la Défense à la fin des années 80. À un moment, au moment du procès de Jonathan Pollard, il était question d'un accord qui aurait pu permettre de réduire sa peine. Finalement, lui est arrivé en amenant apparemment des preuves selon lesquelles Jonathan Pollard aurait porté une atteinte extrêmement grave à la sécurité de l'État des États-Unis, et donc cela a poussé le président du tribunal à mettre de côté cet accord et à le condamner à la réclusion à perpétuité. Et il y a aussi un point incontournable à dire. Lorsque le président américain Barack Obama, lorsque son secrétaire d'État américain John Kerry exige d'Israël, comme cela a été le cas au cours des derniers mois, la libération de terroristes palestiniens à 4 phases et tout ça, qui ont du sang sur les mains, et que d'un autre côté, et loin de moi de comparer Jonathan Pollard aux terroristes palestiniens, mais d'un autre côté, il refuse systématiquement la libération pour des raisons humanitaires de Jonathan Pollard, c'est incompréhensible. Alors je crois que vous n'ayez pas besoin de moi, tout a été dit. Là. Non, moi j'ai une vraie question. Laissez-moi quand même dire quelques mots. J'ai une vraie question à vous poser, docteur. Est-ce que la société israélienne aujourd'hui s'intéresse à cette question? La société israélienne, oui. Oui, elle a mis du temps.
L'opinion internationale aussi. Elle a mis du temps. La société américaine aussi. Les gens, on commence à connaître le dossier. Ce dossier a été ignoré très longtemps. Monsieur Daniel Haïk vient de le résumer parfaitement. Ce dossier a été pratiquement ignoré du public, du grand public. Mais maintenant, il est sur la place publique parce que les gens se rendent compte. Vous savez, les gens se disaient, il a trahi, entre guillemets, alors qu'en fait, il n'a jamais été accusé de trahison par les États-Unis. Mais enfin, dans l'opinion publique, il a trahi, il est en train de payer, il y avait une certaine logique. C'est pas l'affaire Dreyfus où il était innocent au départ. Mais le problème dans l'affaire Pollard... Comment ? Maintenant, son état de santé s'est dégradé, son père est décédé. Oui, il y a des raisons humanitaires qui rentrent dans le débat. C'est pas vraiment la question. Bon, son état de santé s'est dégradé, on le croit, on le croit pas. Les médecins diagnostiquent, on n'a pas le dossier médical. Bien sûr que sa santé s'est dégradée, psychique et morale et physique, mais ça n'intervient pas. Nous parlons du dossier juridique. Le dossier juridique est clair. Il n'a pas été accusé de trahison, il a été accusé de transfert d'informations classifiées à un allié des États-Unis, maximum de la peine 4 ans. Ce qui fait que nous sommes à 29 ans et nous entrons à la 30e année, il y a 25 ans qu'il aurait dû être libéré. Il faut que les Américains nous disent pourquoi depuis 25 ans il n'est pas libéré. Il n'y a pas de réponse. Et il y a eu pendant très longtemps des oppositions farouches à la libération. Jamal, c'est la CIA, l'UFBI et tous les grands dirigeants étaient contre la libération. Tous ces gens, depuis un an, ont dit, à l'unanimité, il faut le libérer. S'il n'était, et là, je souscris à ce qu'a dit tout à l'heure Daniel Haïk, s'il n'était pas juif, s'il était coréen ou russe, il serait libéré depuis longtemps. Donc c'est vraiment un message à l'intention de la communauté juive américaine ? Oui, certainement. En tout cas, la prise de conscience par des décideurs politiques et même des gens qui avaient été contre Pollard, qui l'ont arrêté, qui l'ont interrogé, que vraiment c'est un cas très spécial qui est devenu quelque chose, j'ai employé le mot psychanalytique, je ne veux pas dire antisémitisme, mais il y a quelque chose de bizarre. Il y a des responsables américains qui parlent de relents antisémites dans ce comportement. Absolument, et ils ont raison, et Daniel Haïk a raison de dire que finalement c'est une manière de dire à la communauté juive américaine, voilà, nous faisons un exemple et faites très attention désormais à vos relations avec l'État d'Israël. Quel moyen de recours reste-t-il si encore cette semaine il a été refusé et qu'il va visiblement passer encore de nombreuses années? Il faut d'abord une pression médiatique. Il faut que les gens le connaissent. C'est pour ça que j'ai fondé ce comité. Et ça s'est répandu pas mal. Nous avons rendu de gros services. Nous avons réveillé. Nous sommes arrivés au moment où tout le monde baissait les bras sur le cas Pollard parce qu'Obama était venu l'année dernière en visite officielle d'État. Et tout le monde disait on vient en visite d'État, on fait un geste envers le pays hôte d'accueil, Israël, et on libère Pollard. On s'attendait à ça. Il ne l'a pas fait. Shimon Peres était là-bas il y a 2 mois. Vous avez peut-être vu mon article La dimension shakespearienne. Il y avait quelque chose de. Moi, j'écris aussi, je suis dramaturge aussi. Et il y avait 2 personnes, c'est très shakespearien, Obama, qui lui, dans son subconscient, semble-t-il, refuse totalement et fermement la libération de Pollard pour des raisons invraisemblables, on ne sait pas. Et on avait en face de lui Peres, qui était responsable de l'arrestation de Pollard. Shimon Peres, qui a rendu de grands services à l'État d'Israël indéniablement, a fait une très grave erreur, puisque quand Gaspard Weinberger, le ministre de la secrétaire d'État à la Défense, qui a été cité, lui a demandé le dossier Pollard d'accusation parce qu'il n'avait pas, la justice américaine n'avait pas cette preuve, il y a eu un conseil des ministres et Shimon Peres, qui présidait, a dit à Rafi Eitan, donnez le dossier aux Américains où il y avait les empreintes digitales de Pollard. Et c'est comme ça que Pollard a été condamné. Et Sharon s'est levé dans ce conseil de ministres, le seul, à dire ne faites pas ça. C'est impossible de faire cela. Ils l'ont fait. Et donc Shimon Peres a demandé la grâce à Obama. Et ça avait une dimension shakespearienne. Mais malheureusement, Obama a refusé, encore aujourd'hui. Un mot pour terminer, en quelques secondes, vraiment, Daniel, est-ce que vous pensez qu'on ait une chance de voir Pollard libéré dans les prochaines années? En quelques secondes. Écoutez, je vois cet acharnement. Je dois rappeler que, par exemple, au moment des accords de White Plantation en 98, Binyamin Netanyahou, qui était alors Premier ministre, avait conclu un accord concernant le retrait israélien de 13% de la Judée-Samarie avec Bill Clinton. Bill Clinton s'était engagé à la libération de Jonathan Pollard et finalement, ce sont les services de la CIA qui ont empêché cela. J'ai du mal à voir. Il faudrait peut-être véritablement une démarche bien plus massive pour que cela change. Claude Salama, je suis désolé, le temps imparti nous est terminé. Merci à vous deux d'avoir été là. Dans quelques minutes, un nouveau flash d'information présenté par Daniel Goldmink, suivi d'une page culturelle sur l'Iran.
Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette troisième partie du Morning Day 24 News avec deux femmes en ma compagnie à présent. Betsabe Salam, bonjour. Bonjour Salam. Julien. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour vos deux chroniques. On commence tout de suite avec les 5 clics, mais permettez-moi tout de même de dire bonjour à Laura Diomel, qui est également en notre présence. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être en votre compagnie, sincèrement. Je suis heureux d'être en compagnie de vous deux. Donc, on peut parler que de ça pendant une demi-heure. Hein, si vous voulez, non, mais je crois qu'il y a des informations dans l'actualité qui sont quand même très importantes à donner. Effectivement. 5 clics. Le premier qui concerne Barack Obama. Oui, tout à fait. Et ces mesures annoncées donc cette nuit concernant la régularisation de près de 5 millions de clandestins, un plaidoyer pour les clandestins et une protection contre l'expulsion, hein, même si ce sera temporaire, explique le Washington Post. Alors effectivement, Obama a offert une régularisation provisoire à 4,5 millions de sans-papiers. Tout clandestin vivant aux États-Unis depuis 5 ans, ayant soit un enfant américain, soit disposant d'un statut de résident permanent, eh bien, pourra avoir un permis de travail de 3 ans. Alors, le quotidien américain de la capitale raconte bien sûr l'attente, l'excitation, l'anxiété hier de millions de clandestins qui attendaient de savoir quelles seraient les conditions d'obtention. Et alors, au-delà de cet altruisme apparent du président des États-Unis, eh bien, Obama a fait quand même d'une pierre deux coups, et ça n'a pas échappé aux médias. C'est là-dessus que le New York Times se penche ce matin, et comme les médias aiment bien mettre de l'huile sur le feu, le New York Times titre « Obama défie le Congrès ». Alors Obama se comporte comme un empereur, dit même en substance le président de la Chambre des représentants, John Boehner. C'est rapporté par RFI, qui précise que d'ailleurs les républicains comptent bien se lever contre ces mesures qu'ils jugent anticonstitutionnelles. Ils ont une bonne excuse. Bientôt la majorité dans les deux chambres dans quelques jours. Exactement. On va parler d'un tout autre sujet. J'aurais pu faire le lien avec la peine de mort aux États-Unis. Je ne le ferai pas, mais on va quand même parler d'exécution. Et on va le faire de toute façon, Julien. Alors, on parle régulièrement d'exécution dans l'actualité, entre bien sûr les décapitations. Excuse-moi de vous regarder en même temps, Laura. Betsabe pointe Laura Duhamel en disant exécution. Je n'ai moi-même pas compris le lien. Autant le lien entre exécution et peine de mort aux États-Unis était un peu clair. Donc, entre bien sûr du coup, vous me troublez, Julien. Les décapitations opérées par Daesh, les lapidations dont on parle aussi dans les États qui pratiquent la charia, ou même les morts soi-disant dignes du coup des exécutions, notamment aux États-Unis dont vous parlez. Organisées dans des pays comme les États-Unis. Exactement. Alors un blog scientifique publié par Le Monde se penche là-dessus avec une approche scientifique que ressent la personne concernée. Je vous l'accorde, c'est un peu trash aussitôt de bon matin. Ouais. S'inspirant de l'étude menée par un neurobiologiste il y a plusieurs années, il est britannique, s'appelle Harold Hillman. Alors premier constat, les méthodes les plus archaïques, comme par exemple la lapidation, sont celles qui font le plus souffrir la personne exécutée. Alors dans le cas... Pardon ? On pouvait s'en douter. Exactement. Alors, en l'occurrence, la lapidation, on recommande même que les pierres ne soient pas trop grosses pour ne pas mourir tout de suite, pour bien souffrir pendant longtemps. Dans le cas de la décapitation, donc un peu trop d'actualité. Alors, non seulement les muscles, les vertèbres du cou sont extrêmement difficiles à couper en une fois, mais en plus, l'activité... Merci Julien, vous m'aidez à ma concentration. L'activité du cerveau en fait s'interrompt seulement 14 secondes après que les artères carotides ont été tranchées. Donc en fait il y a ce laps de temps pendant lequel on ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau. Puis alors quant à l'exécution donc par injection létale aux États-Unis, elle est censée anesthésier le condamné à mort pour pas qu'il souffre, sauf que souvent, ça ne marche pas très bien. Il y a plusieurs cas de drame. Et on a eu un cas notamment dans l'Oklahoma en avril dernier. Voilà. Et donc voilà, on va refermer cette page consacrée évidemment aux exécutions qui ont évidemment un sujet assez difficile à traiter. Changer complètement les idées. De quoi s'agit-il cette fois ? Du latex. On parle de latex, beaucoup de latex. Alors là, je n'assure pas la transition entre les deux sujets du tout. Là, je décline toute responsabilité, Betsabe. On attend de voir, oui. C'est vous qui avez choisi les sujets. On parle de l'obsession du moment. En fait, c'est comme ça que la traite, en tout cas, le Guardian, donc en Grande-Bretagne, Kate Moss, Kylie Minogue. On attend que le latex maintenant fasse son entrée sur les plateaux télé. On n'en a plus qu'à là. À cette l'origine de cette nouvelle mode. Il est peut-être déjà là, après tout on ne voit pas tout. Alors à l'origine de cette nouvelle mode, la styliste Atsuko Kudo, retenez son nom, on va entendre parler, c'est une styliste londonienne, alors elle est appréciée aussi... C'est les robes qu'on voit à l'écran ? Exactement, alors il y a Lady Gaga...
Lady Gaga, elle aime bien cette styliste, Janet Jackson, elle collabore avec Vogue, Vivienne Westwood, Mugler, tout ça pour vous dire que c'est pas n'importe qui quand même, cette dame. Et alors le Télégraphe se penche sur une autre robe qui a fait pas mal parler les médias, c'est celle-là, cette robe nue entre guillemets de Kim Kardashian. Et le Télégraphe qui annonce... Elle est quand même habituée au scandale. Hein. Vous allez voir, oui, exactement. Alors le Télégraphe reprend cette photo et annonce la révolution, pas moins, du latex. Alors, mais il y a aussi une procédure d'utilisation du latex, Julien, en cas où vous ne le sauriez pas. Alors, pour épicer son look, il faut suivre quand même quelques recommandations. Exemple, prendre son temps, puisque le latex est délicat. Il ne faut pas qu'il craque et ne pas périer... Excusez-moi. Je vous en prie, continuez. Et il faut le prendre à la bonne taille. D'accord. On va passer au 4e clic, là encore. Il faut prendre la bonne taille parce que sinon, ça marche pas. D'accord. Alors, donc 4e clic, Bethsabée, là encore, je vous remercie pour les transitions qui ne sont pas évidentes à faire. Vous êtes prête pour faire la transition sur votre chronique. Merci beaucoup si jamais je pète les plombs totales. Merci. Après être passé de Barack Obama à l'exécution de l'exécution latex, on passe du latex aux boissons énergisantes. Bethsabée, merci de ce choix. On vous écoute. Alors, c'est une boisson excitante. Excitante. Ah, le lien est d'un coup plus évident. Alors après les jeux vidéo, en fait, le Figaro se penche. Ça nous est jamais arrivé, c'est terrible, Julien. Il faut plus que vous veniez le vendredi. Le Figaro nous alerte en fait. Une étude américaine met en garde contre les effets parfois graves de la caféine chez les très jeunes enfants. Donc la caféine qui accélère le fonctionnement du cœur. Donc qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut conduire à la tachycardie et voire à l'arrêt cardiaque. Les boissons comme le Red Bull avaient longtemps été interdits en France pour des raisons similaires. Exactement. Et je vais venir sur le taux de caféine du Red Bull. Laissez-moi juste vous donner un peu une idée sur les effets de cette caféine. Donc sur le cœur, donc tachycardie, voire arrêt cardiaque dans les cas les plus extrêmes. Et au niveau du cerveau, la surexcitation des neurones peut conduire à des convulsions. Pour cause, eh bien, certaines canettes de Red Bull, justement, eh bien, peuvent contenir 3 fois plus de caféine qu'une tasse de café. Et aux États-Unis, notamment, parfois, eh bien, on en donne aux enfants, voire aux très jeunes. Et une canette de coca, c'est un tiers de tasse de café, il faut le savoir. Or, une intoxication est beaucoup plus facile quand un enfant est jeune, évidemment. Voilà. Évidemment. On va terminer cette fois-ci, donc justement, vous avez dit tous les mots-clés, c'est très bien. Les États-Unis, avec l'essor d'une boisson, c'est la bière au café. Là, tous les éléments sont réunis cette fois. Exactement. Alors après le café au goût de bière qui nous a été présenté il n'y a pas très longtemps par Starbucks, alors c'était pas très appétissant, le Boston Globe nous présente le café bière. Alors les spécialistes des deux camps se sont réunis. Résultat, alors on nous dit un arôme unique, je demande à voir. C'est une bière donc qui est censée avoir le goût de café et la combinaison, une combinaison donc d'excitants d'un côté et d'antidépresseurs. Alors le Boston Globe nous donne quelques adresses. Vous trouvez ça notamment le bar à huîtres, le fameux bar à huîtres de Boston, le Row 34. J'ai l'impression qu'on entendra à nouveau parler de cette bière. Je ne sais pas si ça vous inspire. Hein. Je suis un fan de café. Préférez la bière au café ou le café à la bière? Le café. Merci beaucoup, Bethsabée, pour ces 5 clics forts en couleur. Je dois le dire. Merci, Bethsabée. On va regarder un reportage qui va permettre à vous, mesdames, de reprendre vos esprits, et à moi aussi un petit peu, je dois le dire. Inbal Dror est une créatrice israélienne de robes de mariée et de robes de soirée. On va voir s'elle utilise le latex, Bethsabée, dans ses créations. Elle est très remarquée par ses silhouettes féminines et voluptueuses. On va regarder sa showroom. C'est un reportage de Lorraine Tolila. My name is Inbal Dror. I'm a fashion designer. I have been designing wedding dress and evening gown for the past 11 years. And for the past 2 years, my dresses are being sold in over 14 locations around the world. In these days, I'm opening my new studio in Tel Aviv. At first sight. I was always attracted to special and delicate high-quality fabrics. And I believed the best way to express it is by designing wedding dress and evening gowns. I was always inspired by the history of garment. So in each collection, I try to combine curtain elements that reflect that, to give the vintage look, but yet always to keep a modern touch. In my collection, I try to maintain delicate and soft look, but yet strong, with elements that emphasize woman power, such as special bags and the feminine silhouette. And
They say that each bride knows which dress she wants for her wedding since she was 5, something like that. So I guess if I can give her this feeling and yet keep the dress up to date, that's perfect for me. Well, about 2 years ago, I shot my collection in Paris. And I was sitting in a restaurant and I hear 2 women talking about my dresses. I went over and introduced myself and tell me that I must design her now her wedding dress. And I do that in 5 minutes on a napkin. My daughter, she's 6 years old, talking about her wedding dresses. I want it like that, I want it like that. Every day she wants something else. If you love what you do, you never have to work one day on your life. Donc pour cette magnifique vidéo de Lorraine Tolila. Laura Duhamel. Rebonjour. Donc on va parler d'un sujet très différent mais qui est très intéressant parce qu'on a parlé de l'Iran dans la précédente partie et là on va parler de l'Iran sous un autre angle qui est bien moins attendu mais tout aussi intéressant. Il y a eu un rassemblement d'une ampleur inédite à Téhéran pour l'enterrement d'un chanteur pop. Voilà, pour l'enterrement d'une pop star. Alors les funérailles de Morteza Pachahi, qui est décédée à 30 ans d'un cancer du pancréas, ont entraîné dans les foules, dans les rues de Téhéran, une foule immense, une foule digne de 2009 lors des protestations de masse contre la République islamique. Car si on ne connaît pas forcément Pachahi en dehors des frontières, je ne sais pas si vous le connaissiez, en tout cas en Iran, c'était une vraie star, c'était une vraie icône. Ces funérailles furent donc dimanche un moment de rare solidarité dans ce pays qui est divisé. La télévision d'État a retransmis en direct ces funérailles et la foule reprenait en chœur les chansons de la pop star et la foule fut si dense finalement que le cortège n'a pu aboutir. Les funérailles ont dû être reportées et ce alors que certaines chansons de ce chanteur étaient interdites car jugées trop romantiques. Alors on va regarder justement ce qui s'est passé lors de ces funérailles. حرف تو داری میگی تو میگی عاشقت میمونم میگم عشق آخری تو حرف تو داری میگی تو میدونی حالمی روزا بدتر از همه است آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست قول بده که تو از پیشم نری واسه من دیگه عاشقی شده. C'est assez impressionnant. D'habitude, on a l'habitude de voir des rassemblements contre des mouvements de révolution, mais là, c'était quelque chose d'assez solennel. Comment est-ce qu'on explique ce rassemblement? Alors en fait, à première vue, c'est absolument pas un rassemblement politique, mais pourtant, Mostafa Eglima, qui est sociologue et qui n'est pas le seul d'ailleurs, a expliqué au New York Times que ce débordement d'émotions serait une conséquence des restrictions sociales très dures imposées aux Iraniens, et ce alors que l'urbanisation, l'argent du pétrole ou encore l'accès aux réseaux sociaux malgré la censure ont profondément influé sur la société iranienne ces 15 dernières années. Mais au lieu de s'adapter, on le sait, la censure iranienne n'a fait, elle, que se renforcer. Et donc ces funérailles ont été pour les Iraniens une occasion rare de se réunir et d'apprécier l'excitation de ce rassemblement, l'excitation d'être ensemble. Et lorsqu'on sait que par exemple il est interdit de se lever pendant un concert en Iran, il est interdit de danser, cette explication semble très plausible. J'aimerais bien écouter un extrait. Alors, on va regarder tout de suite un extrait d'un de ses concerts. C'est la même chanson qui a été reprise, c'est un de ses grands tubes. On écoute. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la censure? Parce qu'on a beaucoup parlé de la censure, mais la censure musicale en Iran. Alors, la censure musicale en Iran, c'est quelque chose, si je puis me permettre. Pour reprendre un jeune chanteur qui est cité par Courrier International, alors le rock, c'est toujours compliqué, mais en Iran, c'est vraiment la galère. Il faut savoir qu'après la révolution islamique de 1979, la pop et le rock avaient été interdits. Les religieux y voyaient un art décadent et arrêtaient ceux qui ne s'y pliaient pas.
Par la suite, alors les restrictions ont été assouplies mais n'ont jamais été réellement abolies. Le rock est progressivement sorti de la clandestinité au milieu des années 90 après la fin de la guerre avec l'Irak. Alors certains pensent qu'en réalité, eh bien, cette réhabilitation du rock en Iran a été au contraire une façon de contrer la vente de musique occidentale au marché noir. Voilà. Bon, alors comment est-ce que font les groupes actuels s'il y a autant de mesures? Alors ils font comme ils peuvent, ils contournent et ils s'adaptent aux lignes rouges fixées par le régime. Alors il faut savoir que c'est le ministère de la Culture et de l'Orientation islamique qui est l'organe chargé de la musique en Iran. C'est cet organisme qui autorise ou non les concerts. Alors certains sujets comme par exemple le sexe évidemment sont proscrits, mais le plus dur pour les artistes c'est qu'il n'existe aucune règle écrite, aucune loi écrite qui précise ce qui est censuré ou non. Et donc ces jeunes artistes, eh bien, une fois que les paroles d'une chanson passent les barrières, les différentes barrières de la censure, il leur faut encore obtenir une autorisation pour chaque concert. Alors les femmes n'ont pas le droit de chanter en solo, sauf devant un public de femmes. Et comme merci beaucoup Laura Duhamel. Tout de suite un flash d'information et on se retrouve pour la dernière partie du Morning. Bonjour à tous, quatrième et dernière partie du Morning du vendredi 21 novembre. Merci d'être avec nous et bienvenue si vous nous rejoignez. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'être avec nous comme chaque vendredi matin pour plaisir. parler culture. Et merci à Bethsabée d'être resté après ce flash d'informations. Bethsabée, cette fois, on parle de drones et vous avez raison d'en parler énormément dans l'actualité actuellement. De tout genre, ils se multiplient, ils sont souvent utiles, mais vous avez trouvé aussi certains aspects un peu plus contraignants. Oui, sans chercher très loin, d'abord, vous avez ces récents survols de centrales nucléaires en France, dont on a beaucoup parlé dans les médias français, 32 récemment. Et puis en septembre dernier, le Daily Mail en Grande-Bretagne nous alertait après les espionnages, par exemple, du mariage de Tina Turner, c'était en juillet d'il y a un an, ou encore d'Anna Thaoué l'année d'avant, affirmant que désormais, eh bien, l'objectif particulièrement performant des drones, eh bien, oblige même les stars à se calfeutrer chez elles, puisque les drones arrivent à voir même à travers une fenêtre ouverte. Exactement. Alors ça inquiète les stars. Pour exemple, le rappeur Kanye West a même souhaité déménager pour un endroit moins facile d'accès par les airs, puisqu'il a peur en fait qu'un drone ne tombe sur sa fille d'1 an et ne l'électrocute. Et attention, hein, pas besoin d'être une star pour être inquiété. En Grande-Bretagne, des milliers de ces drones sont vendus et quelquefois on s'en sert par exemple pour prouver que sa femme vous a trompé. Les avocats veulent même s'en servir. Voilà, toutes sortes d'usages, plutôt en kikinant. Oui, alors face à ce mot, justement c'est le mot, hein, en kikinant, face à cette mode un peu en kikinant, j'imagine qu'il y a forcément des mesures qui ont été prises. Alors il y a localement bien sûr, hein, la loi dépend de chaque pays et les mesures aussi. Alors aux États-Unis où le phénomène est plutôt embêtant aussi, eh bien des anti-paparazzi ont monté une association, la Paparazzi Reform Initiative, qui donc veut pousser à des mesures qui n'existent pas encore forcément. Aussi des drones justiciers comme Messi. Messi non pas le footballeur mais un drone, ça se passe en Argentine et en fait il est équipé d'un appareil photo et censé repérer les maisons, les piscines ou autres terrains agricoles qui n'ont pas été déclarés. Et puis alors dans un autre genre de self-défense, d'autodéfense, vous avez le bassiste du groupe Trash Talk, vous allez voir la vidéo. On le voit. Alors ça c'est pas lui, non, ça c'est pas le bassiste du groupe Trash Talk. Je crois que c'est la vidéo à présent. Voilà, alors lui, voilà, ça c'est le concert punk hardcore et ça s'est passé en août dernier donc à Détroit. Et alors là vous avez un drone donc, qui filme la scène. Le bassiste n'est pas très content. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il balance des canettes de bière, voilà, sauf que ça aurait pu faire mal à quelqu'un. Il a réussi quand même à battre, si je puis dire, le drone. il a au moins cette victoire à son compte. Et il existe, on le dit quand même, hein, toute une nouvelle panoplie de drones, parce qu'à la base, le drone, c'est quand même une invention israélienne, on le rappelle, qui avait des objectifs militaires, qui permettaient de survoler des zones ennemies non accessibles et également des zones civiles touchées par des désastres pour apporter des secours. Aujourd'hui, l'usage est très différent. Voilà, alors vous avez toute une gamme de produits, on pourrait dire dérivés, hein, presque. Alors vous avez le drone GPS qui vous conduit à bon port, le drone agriculteur pour analyser les champs, les cultures, ou encore le drone serveur. On en avait parlé l'année dernière dans des restaurants à sushi à Londres, ça n'a d'ailleurs pas vraiment bien marché. Alors une des dernières nouveautés, c'est le drone
ambulant. Ça nous vient d'un étudiant belge de 23 ans. Il a mis au point un prototype. Voilà, ça c'est le Huffington Post qui est revenu sur l'information. C'était cette semaine. Alors le but, bien sûr, on aura compris, c'est simplifier l'accès aux soins d'urgence, agir d'une façon rapide, puisque le problème des ambulances, c'est que ça transporte le corps, mais que ça ne peut pas faire grand-chose face aux embouteillages. Alors l'engin volant, lui, vole quand même à 100 km/h et il peut apporter les instructions nécessaires à la personne qui le réceptionne, donc en l'occurrence peut-être pas la victime, en tout cas un proche ou un témoin. Et alors comment fonctionne ce drone? Vous allez voir tout de suite la vidéo justement. Voilà, donc vous êtes témoin d'un accident, vous appelez les urgences et alors là on va vous dire on va vous demander où vous vous trouvez. Et on va vous dire. Le centre de secours peut visualiser la victime. Alors, elle va lui dire, en fait, la personne du centre de secours va dire à la personne qui appelle d'aller chercher le drone au point drone, entre guillemets, le plus proche. Le drone vient et le drone porte tout le matériel dont ils ont besoin, etc. Et il donne les instructions avec un micro. C'est-à-dire que la personne qui a réceptionné l'appel va continuer à parler à travers le drone. Voilà, il cherche des financements, cet étudiant. Il y a tout de même de bonnes initiatives. Il y avait eu aussi le buzz d'Amazon. Alors, il y a d'autres produits dérivés, notamment pour, vous parliez d'Amazon. Eh bien, Amazon perfectionne cette fameuse livraison dont il avait parlé, c'est le projet Prime Air. Et alors, il va lancer sa campagne pour former les pilotes de drones, etc. Et il n'est pas question de machines à laver, mais quand même de colis de 2,5 kilos. Donc voilà, c'est à suivre aussi. À suivre aussi. Merci beaucoup, Bethsabée, pour cette chronique. On va parler culture avec vous, Marie, dans quelques instants. On va faire une transition avec un sujet de Sandy Fortis qui nous parle d'une compétition originale. Ça se passe à New York, un concours de sculpture en boîte de conserve. On regarde. Bienvenue à City Harvest Station, une station de métro entièrement confectionnée en boîte de conserve. En plein cœur de New York, elle accueille chaque année une compétition peu ordinaire, Construction, un concours de sculpture en boîte de conserve. Objectif, ouvrir les yeux de la population new-yorkaise. À New York, une famille sur 5 ne mange pas à sa faim. Ce qui est différent ici, c'est que nous interpellons le public de façon subtile, parce que personne n'a envie de se retrouver confronté à la faim et à la détresse des autres. Avec ces sculptures, on le fait en douceur, et c'est très important. Pour cette édition, 27 équipes ont travaillé pendant plus de 300 heures afin de réaliser 27 œuvres impressionnantes composées en tout de 80 000 boîtes de conserve. Résultat, des pièces exceptionnelles comme ce penseur de Rodin en boîte de thon. On a pensé à ce modèle parce que c'est une icône de la sculpture, mais il est en fait en conserve. Donc on a créé quelque chose de complètement opposé à l'image esthétique qu'à la boîte de conserve en général. Et nous avons donné une touche moderne à cette œuvre d'art célèbre et ancienne. Le grand gagnant du concours, c'est ce toutou géant, surnommé Traque la faim. Il est fait de 2568 boîtes d'haricots, maïs, sardines, saucisses et lait concentré. Nous voulions une œuvre colorée pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'on adore la couleur, mais aussi parce qu'utiliser plusieurs sortes de boîtes de conserve impliquait choisir différentes sortes de nourriture et nous voulions exprimer la diversité. Dès la fin de l'exposition, les boîtes de conserve seront toutes récupérées et redistribuées à la population nécessiteuse de New York pour la période de Thanksgiving. En plus des 80 000 boîtes utilisées pour les sculptures, le public est également invité à déposer des conserves dans un récipient géant. L'association City Harvest espère ainsi récolter plus de 100 000 boîtes de conserve pour nourrir plus d'1 million de New-Yorkais. Alors, vous ne l'avez pas entendu, mais pendant le sujet, Bethsabée et Marie n'avaient pas l'air très convaincus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que c'est pas de l'art et qu'on ne sait plus quoi faire et qu'on ramasse tout. Du coup, on va devenir une société de consommation, on va tout garder. On n'est déjà pas une société de consommation. Oui, non, mais on va tout garder, on ne va pas jeter nos boîtes de conserve et on va faire des sculptures. On ne sait plus quoi faire. On peut arrêter de créer aussi quand on ne sait pas quoi de créer. C'est peut-être la nostalgie, Andy Warhol. Oui, mais c'est passé composé, on ne peut pas tout refaire tout le temps. Bon, alors on va parler vraiment... Vous aimez ça, Julien? Dites-nous. Moi, je veux vraiment qu'on parle d'art avec voilà. vous, Marie. Vous avez choisi deux expositions qui sont deux expositions d'artistes israéliens. En ce moment,
à Paris. Donc c'est vraiment un message pour nos téléspectateurs qui sont en France. Les expositions sont à Paris. La première, Nina Pereg au musée d'art et d'histoire du judaïsme sur le tombeau des patriarches de Hebron. Sujet ô combien d'actualité quand on sait l'importance du religieux dans le conflit actuel. Et quand on sait qu'elle a fait il y a quelques années déjà, donc musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, j'ai voulu parler d'expos dont les Français peuvent toucher. C'est toujours très frustrant de parler quelque chose dont on ne peut pas, donc ils peuvent y aller. Nira Pereg est une magnifique artiste d'art contemporain qui traite la vidéo comme presque d'une façon cinématographique, mais c'est aussi une enquêteuse de l'histoire, toujours des sujets. C'est une vidéo en fait? C'est deux vidéos. Abraham, Sarah, chacune je crois à 2 minutes. Elles sont installées une face à l'autre en grand format, c'est-à-dire qu'on rentre en taille humaine presque dans l'espace. Abraham et Sarah traitent de... Elle a été filmée dans le tombeau des patriarches à Hebron. Il faut peut-être expliquer aux téléspectateurs. Voilà, le tombeau des patriarches est à Hebron, donc une ville magique connue de l'Ésor, très conflictuelle toujours. Et il y a là-bas le fameux tombeau qui, depuis 67, est en partage entre les Juifs et les musulmans. Rappelez qu'il est enterré là-bas aussi aux téléspectateurs. Voilà, alors il y a Abraham, il y a Léa, il y a Rivka, leurs enfants, Yaakov. Donc c'est considéré... Vraiment les patriarches des 3 religions monothéistes. Tout à fait. Et chacun le veut, comme tous les sites très religieux du quartier. Et elle a été filmée le moment où cet endroit est dans les mains des musulmans et le moment où l'endroit est dans les synagogues. C'est-à-dire qu'on enlève tout le décor, un après l'autre, pendant les fêtes, pendant 20 jours. 24 heures, c'est donné aux musulmans et 24 heures aux juifs de célébrer leur fête. Vous imaginez un endroit qui est aussi sensible peut se transformer d'une mosquée à une synagogue? Eh bien, si la Sainte-Sépulcre, l'église de la Sainte-Sépulcre aussi, c'est pas tellement arabe, juif, musulman, mais il y a les Grecs, il y a les orthodoxes. Et là aussi, c'est millimétré. Très millimétré. Et après que chacun quitte son endroit, il éteint même les bougies. Il ne faut surtout pas que ceux derrière nous vont en profiter. Et donc le moindre dérapage la proximité. Et souvent, entre Al-Khalil, c'est la ville, ces endroits qui sont presque le 2e lieu le plus sacré et des musulmans et des juifs, amènent des gros problèmes. Et on sait qu'en 94, hélas, Baruch Goldstein a tué 29 gens qui priaient. Et depuis, c'est vraiment un extrémiste juif qui était monté, qui était rentré au moment où c'était une mosquée. Qui priait et il les a tués. Et à partir de ce moment-là, il y a 80% du temps, les musulmans ont accès à cet endroit qui devient vraiment leur... et 20% les juifs. Mais là, vous voyez, chez les musulmans, il y a beaucoup de tapis. On prie sur les tapis. Bien Donc, sûr. Imaginez-vous, chaque 24 heures, enlever tous les tapis, réinstaller. C'est vraiment... C'est ça qu'elle a montré dans la Elle vidéo. a voulu montrer la force de la proximité, la folie de la proximité et la possibilité de cohabitation qui a existé. Les vidéos sont diffusées en même temps ou justement une en face de l'autre, aussi. une en face de l'autre. En fait, vous rentrez dedans. Elles alternent, bien sûr. D'accord. Donc on est en train de vivre ce moment et il paraît que même beaucoup de musulmans arrivent au musée juif, ce qui est extraordinaire, je trouve. C'est vraiment un message de paix. En fait. Pour ceux qui voudront le voir, donc c'est au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Deuxième exposition, également à Paris, de Guy Yanai, qui peint des choses très différentes. Très différentes. Elle est à Paris aussi, c'est pour ça que j'en ai parlé. On prône la couleur, on prône... la joie de vivre. La joie de vivre, pas toujours. Alors, Guy Yanai, artiste israélien qui vit ici, mais qui expose dans les deux, expose dans le monde entier, a reçu un prix et il a été à la Villa Lena en Toscane pendant quelques mois. Et dans sa solitude qu'il a choisie, il a regardé autour, il a regardé les couleurs, il a regardé des films, il a amené son fils un peu pour vivre avec. Et il a regardé l'image picturale un peu à la David Hockney, très à l'américaine. Il dit qu'il utilise les couleurs de la même façon toujours, mais on voit beaucoup de rouge, de vert, de jaune, de bleu. Là, il y a ce côté intimiste, je dirais, de la personne. Pour moi, c'est un grand moment parce que Guy Yanai, jusqu'à maintenant, n'a jamais mis de figure humaine dans ses tableaux. C'était toujours ou des paysages ou des objets d'intérieur. Et là, il a fait rentrer des gens et ça ajoute encore un élément
plus intimiste et plus voyeuriste, je dirais. Il appelle ça diary. C'est en fait. Quand même dont on ne voit pas vraiment le visage. Hein. Ça reste assez anonyme. Hein. Tout à fait. C'est une étape encore, mais pas. Il n'a pas ça encore casse atteint. cette image un peu de joie de vivre, parce que vous disiez. Alors, c'est très joyeux. Eh ben voilà. Alors on y va. On a la couleur qui est joyeuse. C'est déjà pas dans le monochrome, noir, blanc, sombre, éteint. Mais la couleur nous donne toujours une sorte de joie de vivre. On est d'accord, Matisse. Et là, il utilise la couleur comme un plat sur le fond de la peinture, mais il envoie ces messages de solitude, d'étrangeté, de bizarreté. On ne sait pas ce genou, est-ce que c'est pas un peu pervers? Il y a toujours ce côté un peu... Et l'enfant qu'on a vu tout à l'heure avec la mort du donkey, c'est l'histoire fameuse où tous nos enfants en Israël ont vu cette série qui s'appelait Marco, où l'enfant cherche sa mère toute sa vie. C'est une série japonaise où l'enfant a toujours... Et on pleurait tous les jours avec nos enfants en voyant Marco qui cherche la mère. Il a fait hommage aussi à ça. Donc on a ce mélange de joie de vivre. C'est ça l'art contemporain, souvent. On voit quelque chose, mais c'est autre chose. J'ai envie de poser une question, Marie, parce que là, on est passé vraiment de l'un à l'autre, qui sont des sujets très différents. Le premier, c'est un sujet historique, qui parle à tout le monde, puisque ce sont les 3 religions monothéistes. Et là, c'est un sujet très intimiste, d'un artiste que pas tout le monde ne connaît, donc on est dans son intimité, alors que l'autre, tout le monde pouvait s'identifier. Pourquoi est-ce que vous avez choisi 2 expositions aussi différentes? Alors, les 2, en fait, sont un peu conceptuels. Conceptuels, pourquoi? Parce qu'on a choisi le sujet. Quand Nirav Perek a été choisie, bon, elle n'est pas seulement une historienne d'art, elle n'est pas seulement une artiste, mais elle a voulu parler de la réalité dont on vit. Il y a des artistes qui sont très prônés de la réalité. Et heureusement qu'il y en a. Parce que c'est un drapeau rouge, regardez-nous autour. Et il y a des artistes qui sont centrés sur eux-mêmes, qui regardent la vie à travers leur expérience, Et donc, ces 2 côtés qui représentent l'art contemporain aujourd'hui aussi. Et j'ai voulu montrer cette différence entre... En fait, personne n'est très, très heureux. C'est un peu ça, malgré la couleur, malgré... Vous allez mettre les téléspectateurs de bonne humeur au début du Non, week-end, on a eu la couleur quand même. On est content. En général, je ne parle que de noir et de blanc. Alors, j'ai déjà évolué, disons. Écoutez... Toute la vie, c'est des expériences personnelles. Vous n'avez pas dit où est-ce que Yana avait été... Dans la galerie Desrouillons à Paris aussi. Galerie Desrouillons à Paris, voilà. L'un au musée d'art et d'histoire du judaïsme et l'autre à la galerie Desrouillons à Paris. Allez voir les 2, c'est une belle expérience. Allez voir les 2, voilà, pour ces 2 expositions d'artistes israéliens qui sont à Paris actuellement. Merci beaucoup, Maréchal, pour ces explications et ces expositions, ces chroniques culturelles, comme tous les vendredis matins sur les 24 News. Et merci à vous, Betsavé Salam, pour ces 2 chroniques, l'un sur les 5 ligues dont on se souviendra longtemps, je crois, et l'autre sur les drones. Voilà, c'est la fin de ce morning. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour ces 2 heures d'information. Tout de suite, un flash d'information présenté par Daniel Goldning. Passez un excellent week-end sur i24 News.